Alléluia, alléluia, je bénis le nom du Seigneur, que toute la gloire lui soit rendue. Au Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul et le véritable Dieu, pour l'amour qu'il a pour moi. Par son amour, il m'a fait sortir de la mort et de la condamnation. Mon âme tout entière lui dit merci. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie le Seigneur Jésus pour la vie du Père des Nations, pour la vie de sa famille et de tous les enfants spirituels du Père des Nations dans les 4 coins du monde. Comme je le disais, par son amour, il m'a retiré d'un trou vraiment pas possible. Et je lui dis merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de très loin. Et tout à l'heure, vous allez connaître ma vie. Vous allez connaître et savoir ce que le Seigneur a fait et continue de faire pour moi. Mais avant toute chose, nous allons faire pour confier ce moment au Seigneur. Éternel des armées, je lève ma voix pour bénir ton nom. Je te dis merci, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je t'appelle à être là. Je t'appelle à venir me conduire en toutes choses. Je ne suis rien, efface-moi. Jésus-Christ de Nazareth, tu connais les moindres détails de ma vie. Tu sais toutes choses que j'ai fait. Éternel des armées, tu sais que je n'ai pas le langage facile, tu le sais. Donc viens parler. Viens, Éternel des armées, à travers mon langage, édifier quelqu'un qui est dans cette situation, Éternel des armées. Je te bénis, Jésus-Christ de Nazareth. Viens et sois présent. Viens et parle. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles. Car assis sur ton trône, tu voyais toutes choses que je faisais. Rien, Seigneur, ne t'a échappé. Éternel des armées, viens, rappelle-moi de tout ce que, Éternel des armées, j'ai fait. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth, pour ta présence. Merci pour cette grâce que tu m'offres encore en ce jour. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Comme je le disais, je viens de très loin. Je me nomme la sœur Naomi. Je suis ivoirienne et je suis née en Côte d'Ivoire, à Daloa. Je suis arrivée au Togo en 2011. Je suis arrivée au Togo en 2011. Mais avant d'arriver au Togo, j'avais une vie aussi en Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire et à l'âge de 5 ans, je vivais avec mon père et ma belle-mère. À 5 ans, ma maman est venue me chercher chez mon père. Et c'est comme ça que je suis rentrée. On était dans la ville de Danane. Et c'est comme ça que nous sommes entrés à Abidjan. Et de là, je suis restée avec ma mère, j'ai commencé à faire le commerce. Je partais à l'école et ma mère m'apprenait à travailler comme une femme doit travailler. Et c'est comme ça que tout a commencé dans ma vie. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Je suis née dans une famille où chacun se cherche. Comme ma maman a l'habitude de dire que le Seigneur a dit « Aide-toi, Dieu t'aidera ». Donc elle s'aide et puis Dieu fait le reste. C'est dans ce genre de famille que je suis née. Arrivée en 2011, où la guerre a commencé. Et nous avons fui la Côte d'Ivoire pour le Togo. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ouvrir une parenthèse sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant la guerre. Ça n'a pas été facile pour moi. Pas pour moi qui suis aujourd'hui assise devant vous, mais pour presque tout le monde. Ça n'a pas été facile pour les familles, pour les hommes, les femmes, les enfants. Ceux qui ont aussi tout perdu, car la guerre a divisé. La guerre a détruit ce que d'autres avaient construit. La guerre nous a envoyés aujourd'hui, à moi particulièrement, à vivre cette vie de débauche, cette vie de prostituée que j'ai vécue, arrivée ici au Togo. Pour moi, peut-être, c'est une vie de prostituée, mais pour d'autres, ça a été la mort. Pour d'autres, c'est le vol. Pour d'autres, c'est du banditisme. Pour d'autres, c'est encore d'autres choses de plus pires. Aujourd'hui, les gens sont assis au pouvoir et ils cherchent à s'accaparer du trône sans savoir comment la population souffre. En 2011, la population ivoirienne a beaucoup, oui, vraiment,
il y a eu cette souffrance-là en Côte d'Ivoire. Et nous avons subi, nous qui ne savons même pas quelle était même cette cause. Nous qui ne savons même pas pourquoi cette guerre était là. Nous avons dû quitter le pays. Nous avons dû subir toutes ces atrocités, voir tous ces morts, tous ces hommes brûlés, tous ces hommes abattus, toutes ces femmes abattues pour en réalité rien. Et c'est dans cette suite-là que je suis arrivée au Togo en 2011, en mai 2011. C'est au Togo que ma vie de jeune fille, comme on le dit, a commencé. J'ai commencé cette vie de débauche en gravant les échelons, c'est-à-dire en partant peu à peu. Arrivé au Togo, nous étions venus pour faire une société d'atchéké. Ma maman, sa grande soeur, sa petite soeur étaient venues pour vendre l'atchéké. Et elles se promenaient un beau jour pour chercher la place. Et c'est comme ça qu'on leur a dit que il y a un camp de réfugiés ivoiriens qui servait tout récemment. Donc c'est mieux qu'on aille là-bas pour bénéficier de tout ce qui va venir dans l'avenir. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés là-bas. Et mon arrivée au camp a été l'ouverture de cette vie de débauche, le commencement de cette vie de débauche, comme je peux le dire. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas été facile. Pas facile sur le plan financier, non, mais sur le plan moral. Parce que du jour au lendemain, tu abandonnes tout. Du jour au lendemain, tu te laisses tout pour un autre pays que tu ne connaissais même pas, que tu n'avais jamais même entendu parler. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Arrivée au Togo, j'étais une jeune fille comme toute autre fille qui aussi aimait se faire draguer par les hommes, sortir avec les hommes pour de l'argent et tout autre, comme vous le savez. Arrivé au Togo, nous avons fait un concours de danse. Comme nous étions fraîchement arrivés de la Côte d'Ivoire, donc c'était un concours international de différents pays. Il y avait le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, je crois bien. Et on nous a pris, nous les Ivoiriens qui étions là, pour assister à ce concours-là. Et c'est de là que nous avons commencé à danser. Nous sommes allés danser au Palais des Congrès du Togo. Et au sortir de cette cérémonie, j'ai commencé à aimer la danse. Donc j'ai commencé à danser dans les bars. Telle personne vient, il me loue, on va, je danse dans le bar et on me paye. Telle personne vient, si ce qu'on me propose me plaît, je dansais. Au fait, je ne dansais pas comme une stripteaseuse, mais je dansais les danses comme je vais appeler le coupé décalé et autres. Et c'est comme ça qu'arrivé au Togo, j'avais un petit ami, mais je ne connaissais pas encore d'homme. Mais j'étais déjà, si on veut le dire, déviergée déjà dans la tête. Et c'est comme ça, je dansais dans les bars, on me payait. J'aimais ça au fait. La vie dans les bars, et aller boire, vivre une vie, bon, étant dans le monde, on appelle ça la belle vie. Vivre une vie tranquille, où tu es connu, où les gens cherchent à être ton ami, tout ce genre de trucs. Ou si quelque chose sort au marché, en tant que fille, tu peux porter des trucs comme ça. C'est ce genre de vie que je vivais en ce moment. Donc, quand nous avons fini la danse au Palais des Congrès, que j'ai commencé par danser dans les bars, ce jour-là, on était allé faire un concours avec une jeune fille qu'on avait fini. Et lors de ce concours, il y avait un jeune homme qui était venu, bon, en termes ivoiriens, on va appeler ça travailler, jeter de l'argent sur moi. Et ce jour-là, ce jeune homme-là me disait que c'est comme ça qu'il m'appréciait. Il était aussi réfugié comme moi. C'est comme ça qu'il m'appréciait et qu'il voulait que je sois sa copine. Donc du coup, comme il y avait l'argent, j'ai automatiquement laissé l'autre avec qui j'étais, puisqu'il n'y avait pas le sexe entre nous. C'était simplement les bisous, les caresses, les attouchements et autres. Et ça s'arrêtait là. Et j'ai commencé à sortir avec la nouvelle personne qui était arrivée. Bien aimé dans le Seigneur, là où je suis assise, ce n'est pas facile pour moi de parler. Mais comme le Seigneur a dit, qu'on a vaincu le diable par son sang et par nos témoignages, je sais que je vais arriver.
au nom de Jésus. Et c'est comme ça, tout a commencé. Et là, cette personne en question, c'est lui qui m'a déviégée. Et j'ai commencé maintenant à me voir comme une grande fille. Parce qu'en réalité, avant même de sortir avec cette personne, je me voyais déjà comme une grande fille. Avec tout ce que je faisais, je buvais déjà l'alcool, je vivais une vie, bon, pas comme les autres filles de mon âge. Donc je me disais que j'étais déjà une grande fille. Et c'est comme ça, tout a commencé. J'ai commencé maintenant à me voir, à me voir comme si je suis au même pied d'égalité que ma mère. Elle me dit un, je dis deux. Elle me dit telle chose, je trouve que ça ne m'arrange pas. Au fait, je ne voyais qu'au bout de mon nez, quoi. Et c'est comme ça que tout est parti. Quand je sortais avec le jeune homme, c'était quelqu'un qui ne m'avait jamais montré qu'il faisait aussi le fétichisme. Il ne m'avait jamais montré ça, plutôt, excusez. Il ne m'avait jamais montré ça. Il partait parce que c'était en ce moment que le brouteur était en train de sortir en Côte d'Ivoire. Donc, il était un brouteur. Pour pouvoir avoir de l'argent, soutirer de l'argent au blanc, il fallait que vous partiez d'abord chez le féticheur, vous lavez ou bien enchaîner le blanc ou bien faire quelque chose quoi, pour que la personne puisse vous donner de l'argent. Et c'est dans cette vie-là que mon copain en question était. Et ça ne me dérangeait pas puisqu'il y avait de l'argent à dépenser, il y avait de l'argent pour faire ce que je voulais. Et c'est comme ça que lui, il faisait ça sans me dire. Puisque je ne savais pas, on venait à peine de sortir ensemble et autres. Et j'étais avec lui. Étant avec lui, je n'étais pas dispersée. J'étais simplement avec lui. Je vivais cette vie-là comme si c'était lui que j'allais épouser, en fait. Donc, on était ensemble, on vivait ensemble. Bon, quand je dis vivre ensemble, on était pratiquement tout ensemble. Je passais des temps chez lui et autres. Et il est venu qu'il a voyagé pour la Russie ou la Suisse. En partant, il m'a confié à l'un de ses amis qui en question était son ami proche, mais qui me faisait la cour avant que mon copain ne parte pour le voyage. Et j'étais restée avec l'ami là. L'ami aussi était un brouteur. On se promenait, on partait manger. Il m'achetait ce que je voulais, tout ce que je demandais, il me donnait. Il faisait comme si j'étais sa copine, au fait. Comme si j'étais sa copine, lui. Comme si j'étais sa copine. Et il me faisait tout ce que je lui demandais. Et un soir, on s'est retrouvés, puisqu'au camp des réfugiés, au début, c'était les tentes. On s'est retrouvés un soir dans la tente. Et c'est là qu'on a commencé à se toucher. On a commencé par se toucher. Et en se touchant, on a tout fait comme on peut appeler les préliminaires, tout. Mais le cesse du jeûne ne s'est pas levé. Ce jour-là, j'ai dit, c'est que Dieu ne veut pas que je sorte avec toi. Et on s'est habillé, on est ressorti. Quand on est sorti, j'ai commencé à me moquer de la personne. Pour lui dire qu'en réalité, ce n'est pas un homme. C'est l'argent seulement qu'il a, mais qui n'a rien pour attirer une fille. C'était pas un homme. Et je disais ça aux autres qui se moquaient aussi de lui. Et de là maintenant, j'ai commencé maintenant à sortir avec des gens hors du camp. Je sortais avec un monsieur togolais qui avait de l'argent. Il me donnait de l'argent. Si je vais, je mens que j'ai perdu telle personne. Il enlève l'argent, il me donne. Je mens que je veux partir en Côte d'Ivoire. Il enlève l'argent, il me donne. C'est que je mentais seulement, quoi. Pour tout simplement qu'il me donne de l'argent. Et facilement aussi, il arrivait aussi qu'il me donnait de l'argent. Si je vais là où il vend, quand je lui dis que j'ai besoin de telle chose, rapidement, il me donne. Et là, au début, il me donnait de l'argent, je n'avais jamais couché avec lui. Et il est arrivé que le jour où lui et moi, on allait coucher ensemble, nous sommes arrivés chez lui. La personne s'est déshabillée. Bien aimé dans le Seigneur, je n'avais jamais vu ce genre de sexe-là auparavant. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, tout l'argent que tu me donnes là, c'est pour venir souffrir avec ça là. Le monsieur a essayé tout, ça ne rentre pas. Il a tout essayé, rien ne rentre. Il dit, Mais le monsieur ne me laissait pas, il disait que, bon,
que j'étais petite, qu'il allait s'occuper de moi jusqu'à j'allais grandir. Mais en réalité, je ne savais même pas pourquoi il était toujours là. Il voulait toujours être là. Même s'il n'y avait pas le sexe, puisque je ne supportais pas son sexe. Donc, il voulait toujours être là, présent, être là pour mes besoins, être là pour ce que je veux, des trucs comme ça. Donc, arrivé un moment, j'ai dit non, c'est bon. Tu vas manger l'argent de quelqu'un sans coucher avec la personne. Peut-être la personne est en train de faire un médicament sur toi. Ce genre de truc-là m'est venu par la tête et puis j'ai laissé tomber. J'ai commencé maintenant à sortir avec d'autres personnes. Et après, il y avait un jeune au camp qui me faisait la cour, comme les Togolais ont l'habitude de le dire, qui me draguait. Et j'ai refusé la personne. Et la personne est partie voir ma maman. Et il a dit à ma maman que tout ce que je veux, il va me donner. Lui, il veut tout simplement que je sois sa copine. Que, bon, puis au camp, personne ne sait cette vie-là. Ils ont l'habitude de me voir toujours souriante, tranquille. On s'est dit que je suis une petite fille qui ne fait pas ce genre de trucs, quoi. Et c'est comme ça. Ma maman m'a conseillé, elle m'a dit, au lieu je vais me promener de garçon en garçon, je vais faire ce genre de trucs-là, c'est mieux, je vais sortir avec lui là. Et elle le connaît. On est tous au camp. S'il y a quelque chose, elle peut parler. Comme c'est ma maman, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé à sortir avec la personne. Je note que tout ce que j'ai fait dans le passé, ma mère ne savait même pas que j'étais même déjà déviergée. Mais du fait que je sorte la journée, que je dorme dehors, tout ça là-dedans, elle se dit déjà que cette vie-là, je me suis déjà donnée à ça. Donc c'est mieux qu'elle va connaître l'homme avec qui je sors, que je vais me promener de garçon en garçon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec le jeune. Et en réalité, le jeune me donnait de l'argent, il me donnait du temps. Comme tout ce qu'une jeune fille cherche chez un homme, il me donnait ça. Mais arrivé un moment, la personne a commencé à se foutre de moi. Moi, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que j'avais fait. Je ne savais pas, au fait, là où j'avais touché pour le jeune, pour qu'il commence à faire ce genre de comportement. Il a commencé à venir avec des filles au camp. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je t'ai fait? La personne ne me parlait plus. Donc j'ai dit, ah, s'il ne me parle plus, je suis jeune. Et je viens à peine de commencer. Donc ce n'est pas une petite affaire comme ça qui va me stopper. Et j'ai enlevé ma tête sur lui. Et j'ai commencé maintenant. Je suis là, tranquillement, dans mon coin, quoi. Et mon grand frère marchait avec un jeune. Et mon grand frère m'a dit que le jeune a de l'argent. Le jeune lui a dit en question que je lui plais. Mais comment il va faire pour m'approcher? Et le jeune, avant même de parler à mon frère, il m'avait demandé s'il veut coucher avec moi, je veux qu'il me paie combien. Donc, je veux qu'il me paie combien. Et je lui ai donné une somme là. Il m'a dit qu'il va aller chercher la somme pour venir, il va coucher avec moi, qu'il veut coucher avec moi. Donc je ne sais pas là où il est parti chercher l'argent. Et c'est lui qui a vu mon grand frère pour dire à mon grand frère que je lui plais, que depuis que je suis venue dans le camp ici là, en tout cas je lui plais, que c'est avec moi qu'il veut sortir. Et mon grand frère m'a dit que comme tu es une jeune fille, tu es ivoirienne, donc il faut partir. Le jeune aussi c'est un ivoirien. Il faut partir, tu vas bouffer son argent et tu vas revenir. Qu'il ne faut rien faire, il faut bouffer son argent sur le camp. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, non, je m'en vais, je vais bouffer son argent. Donc je vais commencer à marcher avec la personne. On va, on sort, on mange. Quand je vois quelque chose, on rentre dans un magasin, il m'achète les trucs, il me donne l'argent, il fait tout. En tout cas, il me donnait des trucs, quoi. Et la personne a voyagé, il est parti en Côte d'Ivoire. Sans que rien ne soit arrivé, il est parti en Côte d'Ivoire. Donc, étant là-bas, on causait. L'argent, tout ce genre de trucs-là a fait que je ne voulais plus maintenant bouffer l'argent, mais je voulais aussi rester. Donc mon grand frère a dit, ah, si c'est ça, si c'est ce que je veux, il n'y a pas de problème, donc je veux rester. Mais au début, il n'était pas d'accord. Donc je suis restée avec la personne. Le jeune, quand il encaisse l'argent, il me donne, je donne à ma maman. Si je veux payer quelque chose, je donne. Au début, c'était vraiment quelque chose de bon. Au début, c'était quelqu'un de très doux. Quelqu'un que je ne pouvais pas penser qu'il pouvait changer du jour au lendemain. Et un jour, je crois bien qu'on était sortis. Et je ne sais pas quel geste j'ai fait là-bas. La personne m'a bastonné en public. Comme si j'étais son enfant
qui venait de mettre au monde. J'ai dit, oh, je me suis énervée, je suis rentrée à la maison. Mais il y avait l'argent. Il y avait la possibilité d'avoir ce que je veux. Donc, s'il m'a frappé aujourd'hui, je vais dire, bon, je vais dire à ma maman va lui dire, bon, chez nous, là, quand tu frappes femme, tu dois envoyer tel poulet, telle liqueur, telle chose pour venir demander pardon à la fille avant que vous ne repreniez. Et le gars, il partait acheter, il venait, il me demandait pardon et on reprenait la relation. À chaque moment, moins de détails, je suis bastonnée. Moins de détails, il me frappe. Jusqu'à une fois, il m'a frappé, m'a jeté nu dehors. Ce sont des jeunes filles dehors qui m'ont donné le pain. Et arrivé un moment, je ne supportais plus la relation. J'ai la possibilité d'avoir l'argent, j'ai la possibilité de m'acheter ce que je veux, mais je n'ai pas la possibilité de porter ce que je veux. Je n'ai pas la possibilité de vivre comme les jeunes filles vivent aussi, quoi. Même si on va aller dans une boîte de nuit, il est capable de payer la boîte de nuit pour que lui et moi, nous deux seulement plutôt, nous soyons seuls dans la boîte de nuit. Lui, il est sur son ordinateur, il travaille. Moi aussi, je suis là, je bois, je regarde. Je m'ennuyais au fait maintenant dans la relation. Et jusqu'à ma maman est tombée malade. Quand ma maman est tombée malade, on l'a hospitalisée au CHU de Tocoin. Quand on l'a hospitalisée, il soutenait ma maman financièrement. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, je ne peux pas laisser la personne qui nous soutient financièrement. Si je le laisse, je vais faire comment? Qui va s'occuper de ma maman? Actuellement, on est venu ici, il n'y a rien. C'est lui qui fait, c'est lui qui est comme mon devant et mon derrière. Et le jeune faisait. Et quand aussi l'argent vient, je dois être... À chaque moment, je dois être frappée, je dois être bastonnée. Quelqu'un, vous savez que mon corps doit me faire mal. Si il sort, il y a un habit sur la valise, il sort, il revient, je n'ai plus là, je suis frappée, ça veut dire que je suis sortie. Quelqu'un est venu, ou bien je suis allée... Des choses vraiment inutiles. Jusqu'à étant comme ça, nous avons déménagé, nous sommes allés hors du camp. On vivait hors du camp. Là-bas, toujours ça continuait. Je me comportais maintenant comme une femme au foyer. Je n'avais pas encore 18 ans. Bien aimé. Je n'avais pas encore 18 ans. Tout ce que je suis en train de raconter, je n'avais pas encore 18 ans. Et je suis arrivée. Et nous avons déménagé hors du camp et on vivait ensemble hors du camp. Je me comportais comme une femme au foyer, une femme qui avait son mari qui partait travailler le matin. Matin, la femme doit nettoyer la maison, préparer, attendre son mari. S'il vient, le jour il me frappe, il veut me frapper, il me frappe. Le jour il ne veut pas me frapper. Bon, je suis là. Les gens dehors, mes amis dehors se disaient que j'étais à l'aise. Je vivais bien, mais en réalité, je ne vivais pas bien. Au dehors, oui, je paraissais bien. J'étais souriante dehors, mais au-dedans de moi, j'étais maîtrise parce que je ne vivais pas comme je voulais vivre. Et ma mère est venue au CHU. Donc, je venais de temps en temps voir ma mère. Et j'ai décidé de rester avec ma maman au CHU. Comme elle n'avait plus les jeunes filles autour d'elle. Donc, je suis restée avec ma maman. Un beau jour, le jeune vient me trouver au CHU et il me dit qu'on lui a dit au camp que je sois avec un médecin au CHU. Et au CHU, il m'a bastonné. Et j'ai dit, ça n'a pas de limite. Tu vas quitter avec Pojo jusqu'à venir à ton coin pour me frapper à cause de la jalousie. Donc, c'est bon. Et ma maman m'a dit non, de laisser, que au fil du temps, il va changer. J'ai dit, si quelqu'un a commencé à me frapper depuis la relation a commencé jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant qu'il va changer. Que moi, je ne peux plus continuer. Moi, je veux arrêter la relation. Donc, puisqu'il nous soutenait financièrement, donc je ne pouvais pas arrêter la relation brusquement. Et j'étais là. Il me disait qu'il ne veut pas que j'aille à l'école. Parce que quand je l'ai croisé, quand je suis arrivée ici, en 2011, la rentrée, ma maman m'a inscrit à l'école. J'ai dit non, je ne veux pas parce qu'au Togo, on frappe les enfants. Au Togo, on fait comme ça. Non, je ne veux pas. Chez nous, là, on ne nous frappe pas. Chez nous, là, on ne fait pas ça. On nous punit. Ici, là, l'éducation, elle est trop difficile. Donc, je ne veux pas. Et on m'a inscrite quand même. Quand je suis partie, je faisais maintenant d'autres variations. Je vais quand je veux.
Si j'ai une sortie, je sors. Si j'ai pas envie de partir à l'école, je suis à la maison. Et l'année là, elle s'est écoulée. La seconde année, c'est là que j'ai croisé le jeune homme. Lui, il dit, tellement il est jaloux, il ne veut pas que je sorte, je parte à l'école pour ne pas que mes professeurs me draguent, pour ne pas que quelqu'un me drague. Donc, si je veux, il va me payer les professeurs qui vont m'enseigner à la maison. Et je disais non. Et cette année-là aussi, je ne suis pas allée à l'école. Mais je me suis connectée un jour sur Facebook et je voyais mes amis que j'avais laissés en Côte d'Ivoire, qui avaient évolué sur le côté scolaire. Je disais, mais ces gens-là même, je suis plus intelligent qu'ils ont évolué. Regarde, je suis en train de gaspiller les années au Togo ici. Donc, je vais décider, je vais partir à l'école. Donc, quand il est venu me frapper au CHU, j'ai dit à ma maman que je veux partir à l'école, mais je ne veux pas partir à l'école avec Pozo. Je vais aller à l'école quelque part, qu'elle n'a qu'à me chercher un endroit où je peux aller à l'école, où il n'y a pas d'Ivoiriens. Là-bas, je vais me comporter comme une petite fille, parce que j'étais encore une petite fille. Je n'avais pas encore 18 ans. Et c'est comme ça qu'on m'a envoyé à Goué, entreprise de l'Union, chez une dame ivoirienne, togolaise qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui travaillait au 43e bâtiment. Et la femme m'a accueilli vraiment bras ouverts. Elle était vraiment ouverte, gentille envers moi. Elle faisait l'élevage des chèvres, des boucs et les poulets et autres. Et j'ai commencé à aller à l'école. L'année là, j'étais vraiment décidée parce que je disais que j'avais perdu 2 années et je devais aller à l'école. Bon, moi aussi, je suis une personne quoi. Je devais relever ce défi-là. Et j'ai commencé le premier trimestre, je suis sortie deuxième de la classe. J'étais là, je me battais quoi. Jusqu'à j'ai eu mon BPC. Quand j'ai eu mon BPC, je suis retournée avec Pozo pour les vacances. Et retournée là-bas, j'avais déjà atteint mon objectif. Donc je me disais que je pouvais faire maintenant tout ce que je voulais. Et j'ai commencé à sortir avec un jeune qui travaillait au marché. Le jeune homme me donnait ce qu'il pouvait me donner, en tout cas. Il se défendait pour me donner ce que je veux. Avec lui, je n'ai jamais mis pied au marché. Il m'achetait tout ce que je voulais. Mais je n'aimais pas la personne. Dans le monde, je ne peux pas appeler même que nous avons de l'amour. Nous n'avons pas d'amour. Nous avons seulement que de l'attirance. L'attirance que j'avais pour la personne au début, je n'avais plus ça pour la personne. Mais la personne était toujours attirée par moi. Et étant avec lui, je sortais avec des jeunes brouteurs. Je sortais, je faisais maintenant... C'est comme si il est là, c'est lui qui est le titulaire. Et il y a des gens sur le banc de touche. Et je sortais avec eux. Il y avait l'argent. Je vais sortir, on va aller en boîte pour aller boire l'alcool, pour fumer, tous ces trucs-là. Et le jeune me disait toujours que ce n'est pas une bonne vie. Qu'on n'a qu'à chercher à faire un enfant pour vivre. En fait, lui, dans sa tête, il voulait vivre un foyer avec moi. Mais moi, dans ma tête, c'était maintenant que je devais vivre cette vie de jeunesse que je voulais vivre. Jusqu'au temps avec le jeune, je n'arrivais pas à vivre comme je voulais. J'étais toujours stressée, toujours dans mon coin. Et c'est le jeune qui m'a appris plutôt à fumer. C'est lui qui m'a dit que quand tu as un problème, ou bien si tu es submergé comme ça, tu t'achètes la cigarette, tu fumes. Et lui qui m'a acheté la cigarette pour la première fois. Et j'ai fumé. Et quand j'ai fumé, j'ai pris goût à ça. Donc quand j'ai un petit temps, je me cache, je fume. Je me cache, je fume. Et je disais que ça me faisait du bien. J'arrivais à être tranquille. Et c'est comme ça que j'ai commencé par fumer. Mais tout ça, ma mère n'a jamais su. Elle n'a jamais su que j'ai fumé une fois la cigarette, la drogue, chicha, tout ça. Elle n'a jamais su. Et c'est comme ça. Je menais cette vie-là. Je sortais avec des hommes pour l'argent. Si je te vois, tu me plais. Tant qu'il y a quelque chose sur toi qui me plaît, c'était facile pour moi de sortir avec toi. Je ne cherchais pas à avoir un foyer, mais je cherchais à satisfaire cette envie qui était en moi. Et quand d'autres me voyaient, d'autres me disaient que, mes amis de classe me disaient que toi tu es habité par une sirène. Mes professeurs me disaient que tu es habité par une sirène. Mais je ne prenais pas ça au sérieux. Et ma maman me disait que elle voulait qu'on aille chez les féticheurs. Comme je disais au tout début, elle a dit, le Seigneur a dit, aide-toi, Dieu t'aidera. Donc, on va aller chez les féticheurs, on va commencer à s'aider et puis Dieu
va nous aider, on va continuer. Mais au début, je m'opposais à ça. Je disais non, moi je n'aime pas les choses de trucs comme ça. Donc elle va chez les féticheurs, elle m'envoie les trucs. J'utilise ça d'une manière comme je ne veux pas ça, quoi. Et arrivé un moment, j'ai embrassé la chose. On va chez les féticheurs, on me donne des choses, je bois, on me lave. Tout ce que le féticheur dit de faire, je fais. Et j'ai commencé maintenant à trouver des hommes, de l'argent. Les gens venaient, j'ai commencé à trouver de l'argent. Si je veux telle chose, j'arrive à m'acheter cette chose. Si je veux atteindre telle personne, j'arrive. Si je dis que je veux sortir avec telle personne, je vais arriver jusqu'à je vais sortir avec la personne. Si je vois quelqu'un pour la première fois, si je sais que si je regarde la personne, je sais si la personne et moi on va coucher ensemble, mais si on ne veut pas coucher ensemble, ce genre de truc-là. J'arrivais à ressentir ce genre de truc-là. Et on partait chez les féticheurs, elle m'envoyait dans différents coins au Togo ici. Des gens qui quittaient au Burkina, des féticheurs qui quittaient dans les pays pour venir, des faux comme ceux qui vont s'appeler des vrais. Et on partait les visiter. Et une fois, on a visité un féticheur qui nous a fait manger un poulet entier chacun. Je ne sais même plus pour quelle raison même nous avons mangé. On a mangé un poulet entier chacun. Et il a fait les cérémonies, il est retourné. Mais arrivé un moment, quand je vais chez les féticheurs, rien ne va. Quand je vais chez les féticheurs, rien ne va. On me dit non, que tu as le même esprit avec ta maman. Tu as le même esprit avec ta maman. Ce qui fatigue ta maman, c'est ce qui te fatigue. C'est la sirène qui vous fatigue. Normalement, tu dois l'adorer. Tu dois adorer la sirène pour que tout ce que tu fais marche. J'ai dit que moi, je suis encore trop petite pour adorer la sirène. S'il y a des cérémonies à faire, on va faire des cérémonies. Mais si je dois l'adorer, je suis encore trop petite. Donc, on faisait des cérémonies. Juste pour l'adorer, je devais avoir une table, avoir des bougies, prier un jour précis. C'est que me conformer, au fait, comme une prêtresse, quoi. Je devais être comme une prêtresse. Me conformer à elle, ses lois, pour que tout ce que je fais réussisse. J'ai dit, que je suis encore trop jeune et je n'ai pas encore fini de vivre la vie que je veux vivre. Et on continuait, on partait chez les féticheurs. Ma maman me disait que si je veux évoluer, il faudrait que ce qu'on me dit plutôt de faire, il faudrait que je le fasse. Il ne faudrait pas que je fasse ça à moitié. Parce qu'elle est dedans depuis, elle est ancrée dedans. Donc elle sait de quoi elle me parle. Et en ce temps-là, je n'aimais pas aussi les pommades. Je n'aimais pas me pommader. Quel que soit le type de pommade, je n'aimais pas. Elle me disait que la femme doit s'entretenir. La femme doit se tresser. La femme elle doit s'embellir. Elle doit être attirante. Et j'ai dit ok. Et ma première pommade, c'est mon grand frère qui m'a acheté. Puisque lui, c'est dépigmente la peau. C'est lui qui m'a acheté la pommade. Et j'ai commencé à me pommader. J'ai commencé maintenant à aller dans un autre level. Puisque le level dans lequel j'étais, je disais que c'était pour les enfants. J'ai commencé maintenant à sortir avec de grandes personnes. Avec des gens même de ce pays, du gouvernement de ce pays. J'ai commencé à sortir avec eux. Je me disais que tant qu'ils me donnent de l'argent, je suis à l'aise, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me chercher quelque part pour dire que tu as fait telle chose, non. J'étais à l'aise. Et il est arrivé en première, que je tombe enceinte. Je ne savais pas en réalité qui était l'auteur de la grossesse. J'ai jamais su jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas qui était l'auteur de la grossesse. Puisque je sortais avec plusieurs personnes. Et quand je suis tombée enceinte, la première idée qui m'est venue, c'est d'enlever la grossesse. Et je ne savais pas aussi que la grossesse que je portais était des jumeaux. Je ne savais pas. J'étais, on dirait, à 3 mois, quelque chose comme ça. Et j'ai appelé mon frère pour lui dire que j'ai besoin d'argent. Et il m'a envoyé l'argent. J'avais aussi un peu d'argent. Il y avait une fille dans mon école qui avait des symptômes de grossesse. On est parti, après les congés, on est revenu, elle est redevenue normale. Donc, je me suis approchée d'elle pour lui dire que j'ai une amie qui veut enlever une grossesse.
Mais on ne sait pas comment enlever. Elle a essayé tout ce qui est comme naturel. On ne sait pas. Mais si elle a un médecin qui peut nous aider, en tout cas, ça me ferait plaisir. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Qu'elle aussi, il y a une de ses amies qui a enlevé une grossesse. Donc, elle va me donner le numéro du médecin. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné le numéro du médecin. Et j'ai appelé le médecin. On a fixé un rendez-vous. Et je suis quittée à Goué pour aller à Zanguera. Arrivé à Zanguera, le médecin m'a vu. Il a consulté tout ce qu'il devait faire. Il a dit ok. Il a donné le prix. Il m'a fait l'ordonnance. Et il a fait tomber la grossesse. Lui aussi ne savait pas que je portais 2 enfants dans le ventre. Quand il a fait tomber la grossesse, c'est le premier enfant qu'il a broyé. En réalité, il a broyé les 2 enfants, mais c'est le premier enfant qui est sorti sur le coup. Et donc, le deuxième est resté, je ne sais pas. Pour moi, j'ai fini de faire l'avortement, c'est fini. Il m'a fait l'ordonnance, j'ai payé mon médicament, je suis rentrée à la maison, j'étais chez ma tutrice. La nuit, j'ai pris le médicament, j'étais couchée, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je pleurais, des douleurs atroces, jusqu'au petit matin. Le matin, ça s'est calmé, je me suis habillée, je suis partie à l'école. Ce jour-là, on devait faire le sport à l'école. Nous sommes partis faire le sport. Au cours du sport, je suis tombée sur le terrain et on m'a conduit à la maison. Quand on m'a conduit à la maison, je ne sais même pas comment on m'a conduit à la maison. Je suis arrivée à la maison. Arrivée à la maison, le temps que je me suis réveillée, j'ai fait quelques minutes ou quelques heures dans le sommeil comme ça et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je ne me sentais pas à l'aise, donc je voulais aller me laver pour revenir me coucher. Je suis allée, je me suis déshabillée. Je vois dans ma couche le deuxième enfant qui est couché dans ma couche, les débris de l'enfant en fait. Et j'ai dit, oh, et si je savais que c'était 2 enfants, j'allais laisser la grossesse. Bon, ok, le mal est déjà fait. Ça m'a fait un peu mal et c'est passé. Et j'ai continué cette vie-là. Mais je note qu'à chaque moment que je fais un avortement, j'échoue à l'examen. Et cette année-là, j'ai échoué à mon bac 1. Ça m'a fait mal parce que je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je travaille bien à l'école. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas réussir? Et c'est comme ça. L'année qui a suivi, on m'a déplacé, on m'a envoyé à Kégué chez une autre tutrice. Et étant chez la tutrice, j'étais tranquille puisque elle était sévère. Elle surveillait mes faits et gestes. Puisqu'on lui a dit que les Ivoiriennes sont sournoises et autres. Donc, elle me surveillait beaucoup. Et l'école dans laquelle j'étais, c'était comme un internat. Donc, tu rentres, c'est fermé. Si tu sors, voici l'école, voici ma maison. Donc, j'avais même pas le temps de... Au tout début, j'avais pas le temps de placer mes pions pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller me promener, tout ça. Non, au tout début, je suivais ces règles. Et je partais à l'école tranquillement. Quand j'ai commencé maintenant à connaître le quartier, commencé maintenant à connaître la dame, j'ai essayé maintenant de l'emmener dans mon jeu. Donc quand j'ai su maintenant la blaguer, je sortais maintenant. Je sortais, je couche avec ceux avec qui je veux coucher, je reviens à la maison sans que personne ne sache, sans que tu ne peux pas sentir sur moi que c'est cette vie-là que je vis, tu ne peux pas. Tu vas te dire que c'est une fille tranquille qui vit sa petite vie d'élève. Et cette année-là, j'ai réussi à mon bac 1. Et je suis allée en terminale. Quand je devais aller en terminale, j'ai dit à ma maman que je veux aller fréquenter avec Pozo parce que je suis fatiguée de rester chez les tutrices avec les états d'humeur. Tel jour, elles se lèvent, elles ne sont pas contentes. Donc, j'ai dit, je ne veux plus rester chez une tutrice. Je vais aller rester maintenant chez moi, vivre comme je veux. Et c'est comme ça, nous sommes arrivés. Je suis arrivée avec Pozo, je me suis inscrite à l'école, en terminale. L'année là, je ne partais pas du tout à l'école. Je me promenais comme je veux. S'il y a telle soirée, je suis dedans, je m'en vais. S'il y a tel anniversaire, je suis maman anniversaire, je m'en vais. Moi-même, mon anniversaire, je vais fêter. J'étais tout le temps dans les sorties. Et je suis tombée enceinte encore au cours de l'année, au cours de cette première année de terminale. Mais avant que je ne tombe enceinte, avant que je ne sache que je suis tombée enceinte, je sortais avec un jeune. Donc,
Le jeune là avait une copine qui n'était pas ma camarade. Et le jeune nous prenait, en fait, on était deux dans sa vie. Il avait une première femme et moi, j'étais une deuxième femme. Et il me donnait aussi ce que je voulais. De la même manière qu'il s'occupait de la première, de la même manière qu'il s'occupait de moi, mais c'était un jeune homme. Et nous, toutes les jeunes filles que nous étions aussi jeunes, très jeunes aussi. Et arrivé un moment, puisque je connaissais déjà le fétichisme, j'ai dit, bon, je vais basser le jeune pour que le jeune reste avec moi seul et qu'il laisse l'autre fille. En réalité, je n'aimais pas le jeune, mais je voulais tout simplement faire du mal à la fille. C'est tout. Et je suis partie. J'ai vu un de mes frères. Nous sommes allés au Bénin. Arrivé au Bénin, il m'a conduit chez un féticheur. J'avais plus peur des féticheurs. Donc, je m'en foutais de là où tu peux me conduire. Parce que je me disais que j'avais déjà vu tous les grands fétiches. Je m'en fous. Donc, on est arrivé au Bénin. On dit que c'est le Bénin qui est le pays du fétichisme. C'est le Bénin qui est le pays du fétichisme. Et je suis partie avec lui. Arrivé là-bas, on allait voir des marabouts, des féticheurs qui me disaient qui me demandaient en fait pourquoi j'étais venue, qu'est-ce que je voulais. Et j'étais venue avec le nom de la personne. Je crois bien quelque chose qui l'appartenait. Et les personnes m'ont dit qu'il n'y a pas de souci, qu'ils vont me faire le médicament. Et ils m'ont fait le médicament. Et on m'a donné de l'eau pour aller me laver dans une savane quelque part là-bas. Et arrivé là, je me lavais et j'ai dit, puisque dans le médicament, je disais que je veux que le jeune seul, bon, si je me lave, que ce soit pour le jeune seul. Mais étant en train de me laver, j'ai dit, bon, pour tout le monde, que je sois attirante devant tous les hommes. Et je me suis lavée comme ça. Et lors des fétiches là, on était un groupe. J'étais la seule fille dedans. Il y avait d'autres jeunes qui étaient venus aussi voir des marabouts. Et arrivé là, il y a un jeune qui a pris mon numéro. On a commencé par causer. Nous tous, on était allés chez féticheur. On a commencé à causer. Et moi, je suis rentrée sur le Togo. Quand je suis rentrée sur le Togo, lui, il est béninois, il est resté au Bénin. Donc, on échangeait via WhatsApp, Facebook, on échangeait. Et il m'a invité au Bénin, dans son village. Et je suis partie. Lui, c'est un enfant de féticheur, mais le féticheur est mort. Donc, c'est son grand frère qui a pris l'héritage du fétiche. Donc, après son frère, c'est lui qui va prendre. Donc, c'est lui qui m'a invité. Nous sommes allés. Je suis allée. En partant, je sortais déjà avec quelqu'un au Togo ici. Un homme avec qui je n'avais jamais couché, mais qui me donnait de l'argent, qui était là tout simplement, quoi. Tout simplement pour la forme, moi je vais dire. Il était là pour la forme pour moi. Et arrivé au Bénin, j'étais avec le jeune. Je sortais avec le jeune. Il m'a fait visiter le Bénin, son village. Il m'a fait visiter les coins du Bénin. Et j'ai fait, je crois, bien 3 à 4 jours là-bas. Et je suis revenue sur le Togo. Arrivé au Togo, je constate que je suis enceinte. Mais avant de partir, je sortais aussi avec d'autres personnes ici. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais su aussi qui était l'auteur de la deuxième grossesse. Est-ce le béninois? Les gens avec qui je sortais ici, je n'ai jamais su. Mais j'ai donné la grossesse à tout le monde. J'appelle telle personne, je dis je suis enceinte, je vais enlever. J'appelle celui-là, je suis enceinte, je vais enlever. J'appelle celui-là, je suis enceinte, je vais enlever. Et toutes les personnes que j'ai appelées m'ont envoyé de l'argent. Et je suis allée chez le même médecin. Puisque j'avais enregistré son nom dans mon téléphone, Renaissance. Il me permettait de revenir à la vie, selon moi. Mais seul Jésus permet ça. Et donc, je suis allée chez la personne, chez le médecin. Il me donnait des conseils pour me dire que si je fais trop d'avortements comme ça, je risque de ne plus faire d'enfants. Et je lui disais que j'entends dire les femmes, elles disent que j'ai fait 15 avortements. J'ai fait 10 avortements, mais elles ont des enfants. Elles ont des enfants. Donc, je vais faire enfant. Si c'est ça, là, le Seigneur va permettre, je vais faire enfant. Je vais accoucher. Il dit, ok. C'est son argent. Et il m'a enlevé encore la grossesse. Et je suis revenue. Sur ça, il y a eu des douleurs. Et la douleur est passée. Je suis partie à l'examen, j'ai échoué. Bon, ça ne m'a pas étonnée puisque je sais que si j'avorte, je vais échouer. Mais à chaque année que je dois aller à l'examen, quand je partais à l'examen en 3e, ma maman dit qu'elle s'est arrêtée un carrefour, elle a fait une cérémonie. Moi, ce temps-là, je ne partais pas encore chez les féticheurs, je ne savais pas. Elle a fait une cérémonie. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai réussi à mon examen. Donc, quand je partais pour la 2e fois,
pour la première, on est parti chez un féticheur béninois ou nigérien, je crois bien, qui m'a donné des produits pour me laver, des produits pour manger, des produits pour boire du miel, des trucs comme ça, des bics qui sont travaillés, tous ces genres de trucs. Et ma maman a payé pour que je batte à l'examen. Et j'ai réussi la première année. J'ai réussi. Donc pour moi, c'est réellement ce qu'il a fait qui m'a fait réussir. Et donc la deuxième année, quand je suis partie, quand j'ai eu mon bac 1, je suis allée en terminale, j'ai eu à voter. Donc je retourne encore chez le féticheur. On refait les mêmes choses que je dois manger, je dois faire tous ces genres de trucs là. On refait. Le bic est travaillé, tout est là. Et je vais à l'examen. On n'a pas payé d'abord tout l'argent parce que ce temps-là, ma maman n'avait plus assez d'argent. Donc elle a dit que si je finis l'examen, elle va envoyer l'argent. Donc je suis allée à l'examen avec tous ces bics, ces miels, ces choses tout préparées que je me lavais, je mettais sur moi, tous ces genres de trucs-là. Je suis partie, j'ai échoué. J'ai dit, oh, donc la première année là, c'est pas lui qui a fait que j'ai réussi. Donc je l'ai appelé. Tout énervé, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, papa, il a échoué à mon examen. Oh. Il dit, ah bon. Où il a coupé jusqu'aujourd'hui, il m'a plus rappelé. J'ai dit, aïe. Donc ma maman me disait, bon, c'est pas grave. On va plus payer le reste là, on va plus payer. L'année prochaine, tu vas aller. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais je savais intérieurement que c'est parce que j'ai avorté que j'ai échoué. Et c'est pas autre chose qui me faisait ça. Et je suis partie l'année qui a suivi. C'était 2018, je devais aller faire encore la deuxième année de terminale. Donc j'avais décidé de rester tranquille, de ne plus vivre cette vie de débauche là, d'être tranquille quoi, avoir le bac et puis faire maintenant ce que je veux faire. Et la deuxième année qui vient, je tombe enceinte encore. Je dis bon, comme le médecin m'avait déjà dit auparavant que si j'enlève trop de grossesse, je vais perdre mes trompes et autres. C'est bon, cette grossesse-là, je vais garder. Et puis la personne même qui m'avait enceinte, là, je connaissais la personne qui m'avait enceinte. Donc, il n'y avait pas de motif d'enlever. Les autres grossesses-là, je ne sais pas qui m'a enceinte. Je te colle une grossesse et tu me donnes l'argent, je vais enlever. Si c'est toi, c'est pas toi, Dieu seul sait qui m'a enceinte. Donc, quand j'ai fini, je suis tombée enceinte. Le jeune a dit de laisser, de garder la grossesse. Et on était là. Les 3 premiers mois étaient intéressants. Je vais à l'hôpital, comme une jeune fille, enceinte, tranquille, je vais. Mais quand je vais à l'hôpital, on me dit, il n'y a pas le sang, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose. Il y a toujours quelque chose quand je vais faire ma visite. Mais c'est comme ça. Les 3 mois sont arrivés, les 3 mois de grossesse. Mais avant même que je n'arrive à ces 3 mois, j'ai perdu mon père le 8 octobre 2018. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Et après ça, là, j'ai su que j'étais enceinte. Et ça continuait. Et après les 3 mois, la personne qui m'enceintait a disparu. Il a quitté le Togo. C'est un Ivoirien qui vient ici acheter les voitures et qui va en Côte d'Ivoire les revendre et qui vient ici. C'est son commerce à lui. Il est parti. Quand je l'appelle, il me dit, il y a telle voiture qui est bloquée au port. Quand je l'appelle, il me dit, il y a telle chose qui est comme ça. Quand je l'appelle, il me dit, il y a telle chose qui est comme ça. Il y avait toujours quelque chose. Or, en ce temps, il avait aussi enceinté une fille en Côte d'Ivoire. Quand je suis tombée enceinte, la fille avait accouché là-bas. Et le jour-là, il m'avait montré la photo de l'enfant en me disant que c'était l'enfant de son frère. Bon, je ne connais pas la famille de la personne, donc j'ai accepté. Donc, c'est comme ça. Il a disparu. Quand je l'appelle, il me dit, ah, je ne suis pas ici, je suis au Burkina. Je suis allée dans un village là pour faire reconnaissance de quoi je dois me laver pour mes activités. Tous ces genres de trucs là. Et ma maman dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle va prendre en compte. Et j'ai commencé maintenant à pleurer sur la grossesse, l'amertume, tout ça. Et je disais que c'était ma récompense de toute cette vie de débauche, cette vie atroce que j'ai vécue, tout le mal que j'ai fait aux gens dans le passé là. C'était une récompense qui était là.
Et ma maman me disait de ne pas pleurer, que quand tu pleures sur une grossesse, c'est comme si tu ne veux pas l'enfant et autres. On a continué, j'ai continué. J'étais là, je vendais mes petits bons maïs devant ma porte, mon eau glacée. Quand on devait rentrer en 2019, ma maman m'a envoyé chez un féticheur. Elle disait que c'était un nouveau féticheur. Avant ça, plus ma maman a un maquillé, elle a un maquillé. Donc je vendais dans le maquillé. Étant enceinte, j'étais assise là-bas, je passais le temps là-bas. Et une nuit, ma maman était sortie. Et cette nuit-là, j'ai eu une migraine atroce. Je ne sais pas d'où cette migraine est venue. Je pleurais. Tout le monde envoyait les choses, mais ça n'allait pas. Et ils ont appelé ma maman. Ma maman est venue me chercher. C'est là qu'elle m'a fait connaître le féticheur en question. Et le féticheur a pris ma tête, pris l'eau d'un canari là-bas. Il a lavé ma tête. Il m'a lavé tout. Il m'a donné des choses à manger. Et la migraine est descendue. Donc, automatiquement, j'ai dit, c'est qu'il est fort. Avec toute cette douleur que j'éprouvais là, si je suis venue chez lui, il a simplement pris de l'eau pour mettre sur ma tête. Il m'a donné quelque chose à manger. Et puis, aujourd'hui, ça va. C'est qu'il est fort. Donc, je vais m'attacher à lui. Donc, on devait rentrer en 2019. Chez lui, on doit faire des cérémonies de protection de l'année. Donc, on va le 31 décembre jusqu'au 1er. La nuit, là, on est là, on se lave là-bas, on mange là-bas, on fait, s'il y a des incantations, des choses à faire, des paroles à déclarer pour la nouvelle année qui vient, on fait ça là-bas. Et quand on est parti, il avait dit à ma maman que après la cérémonie de protection, de revenir, que je revienne pour faire une consultation. Et on est parti. Quand on est parti, on est arrivé chez nous à la maison. Les maladies continuaient. J'étais toujours malade sur la grossesse, tout le temps. Aujourd'hui, je me sens bien. Demain, ça ne va pas. On dit non, bon, c'est le camp. On me déplace, on m'envoie chez un de mes frères. Je reste là-bas, ça ne va pas. Tout ce genre de trucs-là. Jusqu'à ma maman m'a ramené chez le féticheur. Elle a fait la consultation. Quand on a fait la consultation, il dit qu'elle doit mourir dans les jours qui viennent. Elle et l'enfant, les deux doivent mourir. Ma maman dit, bon, il n'y a rien à faire. Il dit, s'il y a quelque chose à faire, mais tu vas dépenser beaucoup d'argent. Elle dit, il n'y a pas de problème. Si je dois dépenser l'argent pour que ma fille vive, il n'y a pas de problème. Que je dois envoyer combien? Je crois, une cérémonie entre 100 000, quelque chose comme ça.